Dans cette vidéo, on se fait ensemble un petit bilan 2024, une petite projection 2025, autant du côté sportif et personnel que du côté aussi du coaching, de la formation. Le but, c'est que je réponde spontanément à des questions que je n'ai pas préparées, que vous m'avez posées et qu'on ait une petite discussion bien posée. Allez vous prendre un café et on partage un moment ensemble. Quelles ont été vos plus grandes réussites en tant que coach, formateur et sportif cette année? En tant que coach, cette année, j'ai un peu plus été sur le terrain. J'ai été un peu plus coaché, j'ai été un petit peu plus même refait quelques one-one, etc. Et je me suis rappelé pourquoi j'adore ce métier. J'aime vraiment ça. J'aime vraiment comprendre le mouvement, j'aime vraiment comprendre comment les gens bougent, comment je peux les aider. Et aussi, j'ai été plus ciblé sur ma zone de génie et un petit peu arrêter d'essayer de tout faire. C'est très frustrant quand tu as des compétences dans beaucoup de choses de ne pas les utiliser. Mais il y a des domaines où je suis meilleur que d'autres. Et il y a des domaines où j'apporte plus au monde que d'autres. Et c'est là-dedans que je me sens le mieux. Parce que c'est là que j'ai l'impression vraiment d'apporter plus aux gens. Et donc, ma plus grande victoire de coaching cette année, c'est de m'être retrouvé plusieurs fois sur le terrain en train de coacher et de me dire « Putain, mais là, je sers à quelque chose. » Et je me rappelle à quel point j'aime ça. En tant que formateur, c'est vraiment d'avoir retrouvé les formations présentielles. D'abord avec StrongFit évidemment, dans ma box évidemment, mais aussi de commencer à refaire des formations avec des gens de l'extérieur. Et retrouver cette sensation d'aller aider des coachs à débloquer des situations que moi j'ai peut-être déjà vécues, souvent vu l'expérience que j'ai, et de leur faire gagner du temps. Ça, c'est quelque chose que je trouve très, très intéressant. C'est, OK, toi, par exemple, tu vois, tu commences en tant que coach, tu te retrouves dans un WOD et tu es face à un problème. Et ce problème, je l'ai vu 14 fois. Et donc, je peux te donner des solutions ou au moins des pistes de solutions qui vont te faire gagner énormément de temps par rapport à si toi, tu dois chercher, tester encore et encore. Gros plaisir à refaire des formations en présentiel. En tant que sportif, il n'y a pas photo. Ça a été de revoir mes abdos cet été. Surtout comme ça, je crois que je ne les ai jamais vus aussi clean depuis que je suis un peu plus que trentenaire. Et d'avoir réussi ce fameux muscle-up. Hein. On a une vidéo là, qui va sortir là-dessus. Ça a été quand même un beau challenge. Et ce que j'ai apprécié dans ce challenge, ça a été de faire toutes les étapes et à chaque étape devoir trouver une nouvelle solution. À un moment donné, je tire bien en chest to bar, mais je sens que je ne vais pas assez haut. À un moment donné, je sens que je vais assez haut, mais que la trajectoire de mon tirage n'est pas la bonne pour me permettre de passer, etc., etc. Et toutes ces étapes-là m'ont obligé à débloquer une étape. Et il y a d'une part la fierté d'y être arrivé, mais honnêtement, je suis moins fier du résultat que d'avoir fait le travail. D'avoir fait ce travail de là c'est dur, il faut que je trouve une solution, je cherche. Là c'est dur, tu vois, etc., etc. Et je suis très fier d'avoir été au bout en fait. Et ce qui est cool, c'est que tu vois, je sais faire un muscle-up strict. Encore une fois, tu vas le mettre à l'écran, regarde comme ça. Mais je me rends compte en plus en ayant fait ce travail que c'est qu'une étape. J'ai encore plein de choses à apprendre et c'est hyper motivant. Quelle évolution avez-vous observé dans le monde du CrossFit, là où tu coaches, donc chez les membres? Chez les membres, Ouais. Sincèrement, dans le CrossFit, sur le terrain, je ne vois pas de grosse différence. On rencontre toujours les mêmes motivations, les mêmes problématiques aussi, les mêmes petits patterns qui se répètent. Je pense que le plus gros changement, le plus évident, c'est Hyrox en fait, pour le moment. C'est le truc qui change le plus la donne. C'est vraiment cette idée qu'il y a un engouement nouveau justement pour cette nouveauté. Parce qu'à un moment donné, dans le CrossFit, tu sais, si ça fait 5-6 ans que tu y es, tu fais peut-être un peu des compètes, tu fais peut-être l'open, tu fais les événements de ta box. C'est cool, mais tu n'as pas ce waouh, tu vois. Et une des choses qu'on essaie de faire ici, par exemple à CrossFit Recan, et que je vous invite à faire si vous êtes dans des box, c'est de proposer des nouveautés. Proposer un nouveau cours, par exemple. Ah tiens, on va faire un cours de muscu. Ah tiens, on va faire un cours de mobilité style ATG. Tu vois, on va faire… Et
Et cette nouveauté, elle montre aux gens que toi, tu restes à la page et que tu essayes des choses pour leur faire plaisir. Et la plupart du temps, ils vont apprécier. Et la plupart du temps, il faut être honnête, ça va créer un engouement qui va redescendre. Et puis, certaines fois, bah là, ta box, elle va vraiment mordre au truc et ça va rester. Aerox, au début, j'étais convaincu que c'était un peu un feu de paille, tu vois, que ça allait vraiment et puis redescendre très fort. Mais il y a un truc que j'ai sous-estimé, j'en ai parlé dans un podcast, c'est leurs compétences marketing. Ils sont incroyables. Parce que leur événement, il n'a rien de fou en fait. Tu cours, tu fais des trucs qu'on a déjà vu 40 000 fois, du sled push, du ski, bon. Mais ce qui est très fort, c'est l'accessibilité de la chose. Quasiment tout le monde peut y aller. Si tu as fait un peu de course à pied ou un peu de crossfit, tu peux y aller. Ce qu'ils ont rendu encore plus haut grâce au format équipe qui te permettent en plus de diminuer le volume. Et en plus de ça, ils ont créé vraiment un marketing autour. Tu sais, le fameux pack photo, l'arrivée, là où tu es une star, tous ces trucs-là qui font que les gens, il y a vraiment un engouement qui se crée. Et la loi de la rareté, parce qu'en fait, quand ils commencent, il y en a très peu des Aerox. Et donc, il y a ce truc où tu as une inscription, tout le monde veut s'inscrire, tout le monde s'inscrit, c'est complet, ça crée cet effet d'attente pour le prochain, tu vois, etc. Et donc, je pense que l'Aerox ne va pas être le phénomène mondial, en tout cas pas tout de suite, qu'on pense, mais que ça ne va pas non plus mourir aussi vite que ce que je pensais. Parce que vu leurs compétences marketing, ils vont s'ajuster. Quand la vague, inévitablement, va descendre, stagner ou descendre, je pense qu'ils vont savoir réagir. Ce qui n'est pas toujours le cas. Parce qu'à un moment donné, les gens vont commencer à s'ennuyer ou ils ne vont plus acquérir des nouvelles personnes. Et là, à mon avis, ils vont avoir l'intelligence de lancer des nouveaux formats, de lancer peut-être des formats avec plus de force, plus de run, moins de run. Je ne sais pas trop comment encore ils vont le faire. Moi, j'ai des idées, mais je ne me permettrai pas de les suggérer. Et là, à mon avis, on va relancer l'engouement ou en tout cas le maintenir au beau fixe pour encore quelques années. Quel a été votre WOD préféré cette année? Alors, le premier, c'est un format très crossfit. J'ai pris mon téléphone parce que je l'ai fait il y a des mois et du coup, je ne m'en souvenais pas. Toutes les 3 minutes, j'ai lancé le truc. Tu commençais par 200 mètres de course à pied et puis tu as des mouvements de gym. Donc, c'est 7 tractions, 5 chest to bar et 3 bar muscle up. Et en fait, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est qu'il faisait beau ce jour-là. Et en fait, en 3 minutes, pour pouvoir avoir un peu de repos, il fallait vraiment pousser sur le 200 mètres et être très régulier sur la gym. Et si tu veux, c'est au moment où je venais de perdre 1 ou 2 kilos. J'étais en forme, il y avait le soleil et du coup, je me sentais très dynamique sur la gym, très léger, ce qui n'est pas évident pour moi avec mon gabarit et mon poids. Et donc, j'étais vraiment content de ça. Ça, c'est pour la partie CrossFit. Et pour la partie Strong Fit, très simple, c'est un Zercher Clean, 15 mètres de carry avec la charge comme ça, drop, 5 reps le plus lourd possible. Et en fait, ce que j'ai apprécié comme très souvent avec Strong Fit, c'est la simplicité et la violence du truc. Je l'ai fait à 70 kg. Déjà, le Zercher Clean, il est chaud. À la 3e rep, tu te demandes comment elle va monter. Et tenir tes 15 mètres ici, chaque pas, c'est la guerre en fait. Et de nouveau, ce côté en 3 minutes, tu es explosé mort. Tu as vraiment l'impression d'avoir fait un truc qui est fort, qui est intense, qui est un vrai challenge. Tu n'as pris aucun risque, aucun challenge technique, pas besoin de réfléchir. Do it. J'ai adoré ce format aussi. Quels sont les progrès les plus remarquables que tu as observés chez tes membres ou chez tes coachs? En fait, je trouve qu'un coach, il est bon que quand il essaye de faire mieux. Le problème qu'on peut avoir en tant que coach, c'est de se contenter de ce qu'on fait. Parce que, et c'est vrai, quand j'ai donné 500 WOD, le 501e, je peux avoir l'impression que c'est le même. Et me dire, ah, c'est bon, j'ai donné 500 WOD, je sais donner des WOD. Et c'est vrai, tu sais donner des WOD. Mais est-ce que tu vas être capable, après 510 ou 550, parce que clairement c'est par vague, est-ce que tu vas être capable de dire, mais là maintenant, c'est quoi la prochaine étape pour moi pour être meilleur? Est-ce que c'est de mieux comprendre tel mouvement? Est-ce que c'est de mieux gérer mon groupe? Est-ce que c'est de parler différemment? Quelle va être la prochaine étape pour toi? Parce que
Tu n'es jamais un coach 100% accompli. Et si tu penses ça, tu vas t'éteindre. Tu vas t'éteindre en qualité et tu vas t'éteindre en motivation. Tu as besoin d'être constamment dans cette recherche de comment je change. Pas perpétuellement, tous les jours, toute la vie, c'est pas vrai. Mais après 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu dois avoir un nouveau challenge. Ok, maintenant j'ai envie de devenir une bête en gym. Ok, maintenant j'ai envie d'être un orateur hors pair. Il te faut une nouvelle motivation pour continuer à grandir, ce qui va te permettre de continuer de garder l'attention de tes membres et de toi garder ta motivation pour donner des excellents cours. Ça, c'est un défi que je mets à mes propres coachs. Et comme pour tout, je le vois que c'est en dents de scie, mais globalement, ils relèvent le défi et c'est pas facile parce que notre niveau d'exigence ici est très élevé. Comment fixer des objectifs réalistes pour progresser en CrossFit en 2025? I like that. Alors, j'ai vraiment un changement de perspective par rapport à ça ces dernières années et encore plus ces derniers mois. Très souvent, le problème qu'on a, c'est de ne pas avoir une définition claire du goal. Récemment, je suis en formation avec mes coachs. Je dis, OK, donnez-moi un objectif poursuivi par nos membres. Évoluer, progresser, faire mieux. Je dis, mais ça, c'est pas un goal, ça. Ça, c'est de l'air. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi un goal? Un goal, c'est un objectif, c'est 10 kilos de plus sur mon deadlift. Ça, c'est un objectif. OK. Maintenant, la question c'est 1. À quelle échéance? Et 2. Quelles contraintes est-ce que je vais mettre? Je m'explique. On va prendre l'exemple du deadlift. J'ai 150 sur mon deadlift. Est-ce que je peux faire 160? Et en combien de temps? Imaginons que je me mette comme goal de faire mes 160 pour la fin de l'année. Après 1 mois et demi, je me suis bien entraîné. D'habitude, je ne mets pas de ceinture, pas de sangle. Ce jour-là, ceinture, sangle, 160. Cool. Je atteins mon objectif. Mais est-ce que j'ai vraiment atteint mon objectif? Parce que ton objectif en disant 160 sur le deadlift, c'est quoi en fait? C'est de soulever la barre ou c'est de devenir plus fort? Et donc l'idée, c'est que je voudrais que tu te fixes un double objectif. Ton objectif de résultat, mais aussi ton objectif de moyen. Comment est-ce que tu vas y arriver? Quelles vont être les contraintes que tu vas t'imposer pour ne pas prendre de raccourcis? Et pourquoi tu vas faire cette démarche-là? Je vais te donner l'exemple donc de 2024 avec mon Muscle Up Strict. Pourquoi le Muscle Up Strict? Parce que dans ma tête, c'est un mouvement de personnes fortes en gymnastique. Et je n'ai jamais été une personne forte en gymnastique. Donc, si à 38 ans, je peux faire un strict bar muscle up, l'enfant qui est en moi, qui a 13-14 ans, ne pouvait pas faire 3 pompes sur les pieds corrects, parce que surpoids, parce que pas de muscles, parce que pas d'entraînement, parce que. Eh bien, cet enfant-là n'existe plus. Maintenant, je suis un homme qui peut faire un muscle up strict, machin. Ok, donc il y a le je guéris l'enfant qui est en moi, ok, mais il y a surtout comment je me vois. Et ça, c'était le goal. Le goal, c'était en fait, le strict muscle up, c'était même pas le goal, c'était la mesure en fait. C'était l'évaluation de moi-même. Pour atteindre ça, il me fallait un horizon de temps défini. Pourquoi j'ai pris 1 an alors que je pense que j'aurais pu le faire plus vite? Parce qu'au moment où j'ai pris la décision, j'avais encore 4 mois de basket, que j'avais un surpoids à ce moment-là et que je savais bien qu'il fallait 1, que je récupère du basket parce que j'étais crevé, que 2, je perde un peu de poids parce que ça allait être trop dur de faire du muscle-up avec ce poids-là. Et puis, il fallait le travail, il fallait faire le boulot. Et donc, j'ai compris que réalistement, 1 an pour faire mon bar muscle-up, c'était quelque chose d'atteignable. Facile, non, clairement pas. D'ailleurs, j'y suis arrivé tout juste. Mais atteignable, c'était possible. La deuxième chose, c'est que la contrainte, il y avait une putain de contrainte, c'était pas de keeping du tout. Donc, je ne pouvais pas démarrer en strict et m'aider des jambes. Ça, j'y suis arrivé il y a des mois.
Mais ça, quelque part, c'est trop proche du CrossFit. Donc, si je me dis que je veux mettre 10 kilos sur ma barre en deadlift, par exemple, que je n'utilise pas la ceinture pour le moment, eh ben, je veux mettre mes 10 kilos, par exemple, sans ma ceinture ou sans mes sangles. Il faut quelque chose, il faut une contrainte qui montre que effectivement, tu as gagné de la force. Parce que c'est ça le but. Le but pour moi de faire le bar muscle-up, c'est d'avoir gagné un rapport poids-force. Donc d'être soit plus léger, soit plus fort, soit idéalement un peu des deux. Et donc, tu as besoin de cet objectif de temps réaliste et de cette contrainte. Maintenant, il y a une autre chose qui est capitale. C'est que ton goal soit extrêmement précis et que les étapes pour y arriver aussi. Et que ces étapes-là aient plus ou moins une temporalité. Donc, on reprend l'exemple du deadlift. Je veux mettre 10 kilos sur ma barre. OK. Par quoi est-ce que je commence? Et quel est mon premier goal avant de machin? Oui, on va me dire c'est mettre 3 kilos. Non. Non. Avant ça, il y a d'autres choses à faire. Par exemple, tu pourrais faire du farmer's carry avec les barres bien lourdes et te dire que si tu prends les 100%, donc ton goal, on va dire les 160 du début, ben si je peux faire 1 ou 2 farmer deadlift avec 10-15 mètres de walk à 160, déjà c'est un beau goal. Parce que ça veut dire que je m'habitue à la charge, ça veut dire que j'ai pris de la force, de la structure et que donc je vais être aussi plus en sécurité pour mon 160. Ok, on va commencer par ça. Et puis ci, et puis ça, et puis, tu vois. Et fixer ces petites étapes, en fait, ça va te donner quelque chose d'un peu plus proche, d'un peu plus atteignable. Donc, accepte que le goal principal ne sera pas à 3 semaines, mais 2, mets-toi des choses qui sont à 1 mois ou 2, parce que c'est plus palpable, plus atteignable et ça va te garder sur la route. Tu vois, comme moi, je t'explique mon plan de l'année, c'était 1, terminer le basket, 2, perdre du poids. Pendant que je perdais du poids, c'était monter mon chest to bar plus élevé, etc., etc. C'est bien d'avoir un plan d'action comme ça. Et puis, de toute façon, la vie va faire que tu vas aller plus vite à des moments, moins vite à d'autres, et c'est OK. Mais reste focus sur ton goal tant que tu es déterminé. Dernière chose, c'est OK de réévaluer. Ça, je pense que c'est totalement sous-estimé. Parce qu'en fait, moi, début d'année, je n'avais pas dit un bar muscle up strict. J'avais dit un bar muscle up strict et un deadlift à 200 kg. Et après 2 mois, j'ai dit non, impossible. Je t'explique pourquoi. À ce moment-là, je suis lourd et plutôt fort. Et je me rends compte qu'avec le basket, tout ce qu'il y a, machin et tout, je ne peux pas continuer à gagner de la force et perdre du poids et faire du muscle-up. Je ne vais pas y arriver en fait. En tout cas, pas en 1 an. En 2 ou 3 peut-être. Et donc, je me dis, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis le deadlift ou est-ce que je choisis le muscle-up? Et cette année-là, je me suis dit, OK, globalement, pour les exercices style strongman, tu vois, etc., strong fit, machin, je suis en train de progresser. Ça me suffit. Pour le moment, je ne suis pas prêt au niveau de ma structure parce que je veux aussi absolument perdre ce putain de gras qui traîne là que je déteste. Et donc, je ne vais pas réussir à perdre le poids et à faire le deadlift à 200. J'accepte ça. Et ça ne veut pas dire que je le ferai jamais, ça veut juste dire que ce ne sera pas maintenant. Et c'est OK en fait. Par contre, ça ne peut pas être ton excuse pour abandonner. Parce que ça, c'est du bullshit. Réévaluer, ça ne veut pas dire abandonner. Tu peux dire que tu as besoin d'une autre étape avant, tu peux dire que tu as besoin d'un mois de plus, tu peux changer de goal, c'est OK aussi, mais abandonner, c'est pas OK. Parce que ça te fera pas progresser. Abandonner, ça te fera pas progresser. Ce qui te fera progresser, c'est d'aller au bout de la démarche et d'en tirer des conclusions. Que tu aies réussi ou raté, c'est de tirer des conclusions du chemin que tu as pris. Parlons de toi, donc quels sont tes objectifs personnels en tant que coach et formateur en 2025? Pour 2025? En 2025, ce que je veux, c'est créer une communauté de coachs et de personnes qui veulent le devenir, qui sont dans la bienveillance, l'envie de bien faire pour eux, pour les autres, et cette communication positive, le soutien. La deuxième chose, c'est que je veux vraiment trouver ces personnes qui ont faim, qui veulent apprendre et qui sont OK de se remettre en question. OK, en fait, je pensais que la mobilité, c'était ça. Et en fait, je me rends compte que ça peut aussi être ça, ça ou ça. Ah, OK, cool. Vraiment des gens avec cette ouverture d'esprit, cette capacité à discuter de je pense à,
Et on peut aussi discuter de je pense B et c'est OK d'avoir un échange autour de ça. Ça, c'est vraiment ma grande ambition de cette année. Et puis, personnellement, j'ai vraiment envie de refaire des événements, de recevoir des formations ici, d'aller en donner. J'ai vraiment envie de retrouver ces échanges en présentiel parce que, tu vois, je fais une vidéo sur le triceps opener, tu vois. OK, tout le monde a compris, il faut faire 5, OK. Mais est-ce que tu ressens les bonnes choses? Est-ce que tu le pratiques comme il faut? Est-ce qu'on peut faire ensemble que je te donne des meilleurs tips, des meilleures sensations et que du coup, toi, tu l'acquiers mieux pour ensuite mieux le coacher? Ça, je le vois sur le terrain. Quand je suis à côté de toi en train de t'expliquer et de te faire ressentir les bonnes choses, tu deviens un meilleur coach. Moi, j'accomplis ma mission. Tout le monde y gagne. Ça aussi, c'est quelque chose que je veux mettre en place en 2025. Maintenant, parlons de l'énergie. Donc, quelles habitudes simples permettent de maintenir une énergie constante toute l'année? Il n'y a pas d'habitude qui permet d'avoir une énergie constante toute l'année. Est-ce que toi, tu as une énergie constante toute l'année? Non, c'est impossible. Il faut être honnête, c'est impossible. Pour deux raisons. La première, c'est que tous les humains ont des cycles. Il y a un moment donné où tu as faim, où tu pousses et machin, puis à un moment donné où c'est un peu en down. Et en fait, c'est super dur à accepter. Mais c'est comme ça. Tu peux faire ce que tu veux. Personne n'est à 100% tout le temps. Ce que tu dois faire, c'est que tes downs ne soient pas trop grands et ne te coûtent pas trop cher. Et donc, accepter. Tu vois, avant, quand j'avais des mauvaises journées, tu vois, déjà, j'appelais ça des mauvaises journées, ce qui n'est pas forcément le cas. Quand j'avais des journées en énergie basse, tu vois, je m'en voulais, tu vois. Je me dis, ouais, je dois pas avoir bien mangé, pas bien dormi, je dois faire mieux. Et parfois, je me dis juste, non, mais en fait, juste, ça fait 3 jours que je suis à fond. Je me suis entraîné à fond. J'ai bossé à fond. En fait, c'est juste normal. C'est juste normal qu'aujourd'hui, je sois un peu moins, tu vois. Et accepter ça, c'est super dur. Mais vraiment comprendre qu'il y a des cycles et que c'est OK. Et un peu comme tout à l'heure avec le je réévalue, c'est pas une raison pour abandonner, tu vois. C'est pas une raison pour se dire ouais, je dois être en cycle down, je vais aller bouffer des McDo, regarder Netflix et on verra dans 2 mois, tu vois. L'idée, c'est de dire OK, je suis en cycle down. Comment je fais pour optimiser ma récup pour que ce cycle soit pas trop court et surtout que je revienne bien fort derrière. Et je pense qu'une des premières choses à faire pour optimiser la récup, c'est d'accepter que là, c'est le moment de récupérer. Et pas le moment de « oui, mais je vais aller faire de l'active recovery. Oui. » Non, juste chill un peu, ça va aller. OK, première chose. Deuxième chose, pour optimiser l'énergie, pour moi, tu dois déjà connaître et comprendre tes propres saisons. Quand est-ce que tu penses que tu vas te sentir bien? Quand est-ce que tu te sens moins bien? Et un peu anticiper ça. Quand tu es en train d'être en pleine forme, surtout rentabilise à fond. Mais sache que derrière, ça va être down. Ou alors, quand tu es en pleine forme, ne va pas trop pousser dedans pendant des mois parce qu'après, tu sais que tu vas payer cher. Ça, c'est l'équilibre qui est à toi de trouver. Mais tu me demandais des actions simples. La première chose, je pense, c'est de maîtriser ta nutrition. En tant que coach, tu as besoin de maîtriser ta nutrition parce qu'être coach, c'est énergivore, c'est fatigant. C'est un métier passion et donc les gens vont penser que tu bosses pas. Et c'est vrai que franchement, quand tu écris un programme pour un de tes clients, tu donnes une séance, tu donnes un WOD, tu t'entraînes au milieu, tu as une vie cool. Franchement, il faut être honnête, ta vie, elle est fun. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas fatigante. Parce que si tu donnes vraiment un WOD, si tu donnes vraiment un coaching personnel, ça te coûte beaucoup d'énergie. Tu donnes de l'énergie, tu es à fond, tu es concentré, tu as envie de bien faire, tu prépares tes séances, ça te coûte de l'énergie. Et donc, tu dois bien manger et bien dormir. En fait, tu es obligé. Tu es obligé parce que sinon, il va se passer 2 choses. Soit tu vas finir par plus t'entraîner ou mal t'entraîner. Et ça, c'est un peu le début de la fin de ta carrière de coach parce que tu vas être un moins bon coach si tu t'entraînes moins. Ça, c'est factuel. Soit tu vas commencer à coacher en pilote automatique. Donc, c'est quoi coacher en pilote automatique? C'est le moment où, en fait, tu fais juste tes gammes, quoi. Donc, tu es là, tu sais que tu dois dire ça, faire ça, coacher ça, regarder ça. Et tu le fais un peu de manière comme ça, automatique, sans considérer que là, maintenant, je coach Nour en coaching et je ne suis pas en train de coacher un squat lambda. Quand tu es en pilote automatique, tu es un moins bon coach. Les gens le sentent, quoi que tu en penses.
Et à terme, ça va t'éteindre. Parce que coacher un pilote automatique, il n'y a rien de plus ennuyeux que ça. Je l'ai fait parce que quand à un moment donné, je donnais du 30-35 heures de cours par semaine, entre les WOD, les one-one, bah oui, il y a des cours que tu donnes en pilote automatique, il faut être honnête, tu ne peux pas. Mais ça craint. En fait, ça craint parce qu'à ce moment-là, vraiment, tu commences à te dire j'attends que l'heure elle passe et je veux être à la prochaine et je veux rentrer. Ça, c'est pas bon pour toi. Donc, optimise ta nutrition, optimise ton énergie. Après, des conseils concrets, je peux faire un long truc sur l'énergie et la nutrition, mais déjà, je pense qu'au niveau du CrossFit et du coaching, on a besoin de sortir du paradigme de la muscu. Malheureusement, la plupart des coachs CrossFit se sont formés en nutrition avec la musculation, avec la nutrition bodybuilding. C'est très bien la nutrition bodybuilding. Pour faire du bodybuilding, c'est magnifique. Ça marche super bien, ça se voit. Les mecs ou les filles ont des gabarits incroyables, ça marche super bien. Est-ce que c'est la bonne nutrition pour optimiser ton CrossFit et ton énergie de coach? Je ne pense pas. Je pense que non. Je ne pense pas que manger une caisse de glucides et de protéines toute la journée, c'est l'idéal. Déjà, on ne digère pas tous la même chose. Ces quantités de glucides ne conviennent pas à tout le monde. Ces quantités de protéines au quotidien ne conviennent pas à tout le monde. Donc, sortir de ce paradigme et dire, OK, maintenant, pourquoi est-ce que j'optimise? Un peu dans la même logique que ton objectif sportif, tu pourrais te fixer un objectif nutrition et énergie différent qui serait pourquoi est-ce que j'optimise? J'optimise par exemple maintenant pour mon énergie et ma récup. Ok, donc est-ce que j'ai besoin de mes 400 grammes de glucides? Peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas, je vais faire ce qui me correspond à moi. Et là-dessus, si tu veux plus d'infos, va voir ma chaîne Jack Van Bergen. C'est là que je parle d'alimentation anti-inflammatoire. Tu trouveras des centaines de vidéos sur le thème. Et l'idée, c'est de voir comment tu peux optimiser ton énergie, ta récup, ta production de punch à l'entraînement. Tout ça, j'explique comment faire là-bas. Et entre parenthèses, je prévois d'intégrer des modules de nutrition. Il y en a déjà, tu sais, dans la communauté Jackson Coaching Community, il y en a déjà. Mais on va en mettre plus parce que les coachs sont très friands de ça. En fait, il y a vraiment un gap dans la formation de ce côté-là. Ils se sentent pas compétents. Et honnêtement, ils ne le sont pas. Quand je parle avec eux, tu l'entends. Je pense qu'il y a quelque chose à faire par rapport à l'optimisation de la nutrition que le coach peut amener à son client, mais aussi dans sa propre nutrition. Il y a quelque chose à faire et donc, je vais faire aussi probablement plus de contenu là-dessus ici. Comment tu gères tes entraînements personnels tout en formant tes coachs, et en gérant tes business? La première chose, c'est que je sais maintenant quand je peux être performant à l'entraînement et quand je ne peux pas. Et par exemple, c'est très compliqué pour moi d'être bon à 19h. Si je dois le faire, je le fais, mais je ne prends pas de plaisir en fait. Je le fais parce que je dois, il y a un événement ou quelque chose. Là même, je suis allé dépanner des copains en basket et il y a une fois où je suis allé jouer tard le soir et voilà, je le fais, mais je le fais à coup de motivation psychologique et de café, tu vois. Une fois, j'y suis allé à 13h30, 14h, un truc comme ça, j'ai tout arraché, j'étais en pleine forme. L'idée, c'est de comprendre ça par rapport à toi, tu vois. Et moi, personnellement, je suis beaucoup plus en forme entre 10-11 heures et 14-15. C'est vraiment mon créneau pour m'entraîner. Déjà, je me sens beaucoup mieux, moi, à ce moment-là. Mais en plus, j'adore le fait de faire un bloc de travail, entraînement, bloc de travail. C'est extrêmement performant pour moi parce que déjà, à un moment donné, j'en ai marre de travailler, il faut que je fasse autre chose. Et la deuxième chose, c'est que ça me remonte pour la suite. Ça me drive vers le haut. Donc, la façon dont je gère mes entraînements, c'est que, je mets toujours une priorité à mettre un bloc d'entraînement quelque part dans la journée. 2, quand je suis vraiment fatigué, maintenant, j'accepte de dire, non, pas aujourd'hui. Ou alors, je vais faire du vélo, cool, quoi. Je ne vais pas forcément m'en coller une. Et pour terminer, c'est vraiment cette exploration des horaires. Bien sûr, je peux me le permettre parce que c'est moi qui décide de mes horaires. Mais pour gérer, tu me disais, mes entraînements, mes coachings, mes machins, c'est vraiment important pour moi, si tu veux, de mettre l'entraînement au bon moment. Et le milieu de la journée, c'est top. Comment tu gères les jours sans motivation? Pour l'entraînement, tu parles? Personnel, donc. Alors,
les jours sans motivation, je fais 2 choses. La première, c'est que je réévalue après quelques heures. Parce qu'en fait, si à 8 heures, j'ai pas de motivation, peut-être que, tu vois, en prenant la bonne nutrition, en bougeant un petit peu ou en faisant une tâche qui m'inspire, peut-être que 3-4 heures après, c'est rock'n'roll, je suis à fond. Donc, la première chose, c'est que je ne vais pas condamner une journée sur ces 1 ou 2 premières heures. La deuxième chose, c'est que, tu vois, si je me lève le matin et que je sens que ce jour-là, ça va être un peu plus compliqué, tu sais, je fais la cuisine pour mon fils, machin et tout, je vais le conduire à l'école. Là, en fait, l'erreur que j'ai pu faire par le passé, c'est de me dire, OK, c'est une journée de down, je vais ranger ou je sais pas quoi. Et en fait, d'abord, je vais essayer de faire quelque chose de productif. Je vais me forcer à me mettre au travail. Et si tu veux, en me lançant dans le truc, bah, ça va être qui tout double. Soit je vais vraiment prendre le train et je vais rentrer dans le flow et en fait, ça va aller tout seul. Soit vraiment, ce jour-là, c'est dur. Tu sais, c'est dur de te concentrer, tu réfléchis pas aussi bien, rien fonctionne aussi bien. Et en fait, c'est exactement la même chose avec l'entraînement, en parenthèse. Dans ce cas-là, j'ai 2 choix. Soit je me dis pas aujourd'hui, j'ai le choix puisque c'est moi le chef, donc si je dis que ce jour-là je travaille pas, j'honore bien sûr mes rendez-vous, mais je peux me dire bah ok, je vais aller faire les courses, tu vois, en fait je vais faire autre chose qui va me faire gagner du temps plus tard. Ou alors, si tu veux, j'ai repéré que dans les choses que j'ai à faire, j'ai des tâches qui me coûtent moins d'énergie ou qui me demandent d'être moins hyper focus. Et je vais faire cette tâche-là en fait. Je vais mettre une bonne musique dans mes oreilles et je vais y aller. Et à l'entraînement, c'est un peu la même chose en fait. Je ne vais pas condamner l'entraînement avant d'avoir bougé. Parce que parfois, tu n'es pas trop en forme, mais en fait, tu n'es plus pas en forme dans ta tête. Et donc, tu te mets dedans, tu mets une bonne musique, tu fais un exercice que tu aimes bien, et bam, allez, on y va. Et on arrache tout. Et à l'inverse, parfois, tu te dis, ah, aujourd'hui, c'est cool et tout, tu t'échauffes, tu essayes de faire des tractions, par exemple, et tu dis, pouah, c'est dur. Ça, c'est pas bon signe, par contre. Là, ce jour-là, ce serait intéressant que tu te dises, on va lever le pied, et un peu à la manière du boulot, tu vois, tiens, si je faisais un truc plus facile. Tiens, si je faisais un cardio. Tiens, si je faisais du poids de corps au lieu d'une grosse barre. Tiens, si je faisais un peu plus de mobilité ce jour-là, tu vois. Il y a toujours moyen, si tu veux, de rentabiliser ou juste parfois, bah, not today. Parfois, pas aujourd'hui, c'est pas grave, tu vois. Et ça demande une vision plus long terme, en fait. Ça marche quand même beaucoup mieux que d'être court-termiste. Ouais, je dois m'entraîner aujourd'hui. Je dois faire ça. Dans mon programme, il est mixé du clean, lourd. Oui, c'est très bien d'avoir une structure parce que c'est ce qui te fait progresser, comme on dit, même les jours où tu n'as pas envie. Mais il y a les jours où tu n'as pas envie dans la tête, il y a les jours où ton corps n'a pas envie. Et je pense que les jours où ton corps n'a pas envie, il vaut mieux l'écouter quand même. En compétition, quand tu fais du crossfit de haut niveau, tu sais, moi j'ai fait du basket à un bon niveau, tu es à la compète, tais-toi. Tu n'as pas envie, tais-toi, fais le boulot, c'est le moment. Tu es à l'entraînement, c'est le moment d'écouter ton corps. C'est le moment de lui dire « Ah, ok, aujourd'hui, tu n'as pas envie de mettre une barre lourde au-dessus de ta tête. » Eh bien, on ne le fait pas. Parce que c'est le jour où tu te blesses, c'est le jour où tu fais un mauvais schéma moteur, c'est le jour où tu rates une barre que d'habitude tu réussis et du coup, tu commences à douter. C'est vraiment capital de plus être en harmonie avec ton corps dans ces moments-là. J'ai eu les jours où je ne me sens pas, mais je dois y aller à la salle. Et j'y vais et je dis ça ne sert à rien. Et je remarque que c'est ces jours-là où je performe. C'est vrai? Après l'échauffement, il y a des jours où je suis down, où il n'y a rien qui se passe, même avec l'échauffement. Mais souvent, je me dis pourquoi je viens, je m'échauffe et j'arrache tout. Et je me dis, je repars content, je discute avec les copains, je rentre chez moi, je suis différent. Et je me dis, waouh, c'était mieux. Mais ça, c'est parce que tu avais une fatigue mentale, pas physique. Ce jour-là, tu n'avais pas envie d'y aller dans ta tête. Mais ton corps était prêt en fait. Mais les jours où tu dis les pull-ups, ça devient difficile, je sens que mon corps, il n'y a rien qui se passe. C'est ça. Donc, tu prends la barre de deadlift avec laquelle tu fais 10 RM et après 3 reps, tu es crevé. C'est pas le bon jour pour faire ça. Ton corps, il te dit, mon corps sait. Hein, vraiment, c'est ça qui est. Je sais, Je suis tout à fait d'accord. Je pense que le corps, il sait bien mieux que notre tête. Ouais, parfois. Parfois.
Quand tu dis quel signe indique qu'il faut ralentir et comment ne pas regretter après. Ben, tous les signaux qu'on vient de dire maintenant, en fait. Donc, que tu n'aies pas envie de t'entraîner une fois, c'est plutôt OK. Si tu n'as pas envie pendant une semaine, il y a un problème. Si tu vas à l'entraînement, tu t'échauffes, tu commences à faire tes tractions, ton deadlift, whatever, et tu sens que ta performance est vraiment down, entre parenthèses, le grip, c'est un bon test pour ça. Tu te suspends à la barre et tu... Elle est où ma force? Probablement que ce jour-là, c'est mieux de lever le pied. Le jour où tu as extrêmement mal dormi, moi, je trouve que c'est quitte ou double ce jour-là, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des fois où j'ai hyper mal dormi et je suis en pleine forme ce jour-là et j'arrache tout. Par contre, je le paye toujours un jour ou deux après. Et à l'inverse, il y a des fois où j'ai mal dormi et je ne veux pas entendre parler de l'entraînement. Et c'est dur, tu vois. Même moi, encore à 38 ans, avec 15 ans de coaching, je fais encore l'erreur parfois de ouais, mais j'avais dit que, oui, mais j'ai un engagement, oui, mais machin. Et en fait, de plus en plus, je me rends compte que quand je fais le bon choix, je suis récompensé derrière. C'est-à-dire que si j'accepte, OK, aujourd'hui, il ne faut pas que je le fasse. Tu vois, dimanche, c'était le matin, j'avais mal dormi, je venais d'être malade la semaine d'avant, mais ma tête a dit, ouais, mais ces jours-là, c'est dimanche, ça se met bien que tu ailles t'entraîner. En plus, tu n'as pas dormi beaucoup, mais avec du café, ça va aller. Et je suis venu m'entraîner. Et j'ai commencé à m'échauffer, j'ai fait un exercice de triceps. Et tout mon corps m'a dit, t'es à la ramasse. T'es nul, t'es fatigué, tes muscles brûlent. Mais j'étais là et j'avais envie de continuer. J'ai continué. Je me suis bien amusé avec mon petit garçon, en parenthèse. 1h30 plus tard, j'étais à la maison en train de faire de la fièvre. Comme ça. Tu vois, ça, je l'ai payé cher. C'est un exemple bien sûr extrême. À l'inverse, à chaque fois que je me suis dit, non, pas aujourd'hui, c'est pas le bon jour, et que soit je fais un truc chill, soit je fais rien, à chaque fois, un jour ou deux ou trois plus tard, j'ai vraiment une remontée d'énergie et je suis beaucoup plus puissant à l'entraînement. Et c'est vrai que c'est un challenge, mais à chaque fois, je suis récompensé quand je m'écoute. À mon avis, ça doit être la même chose pour vous. Quelle est votre vision pour Jack's Team Coaching en 2025? En 2025, Jack's Team Coaching, ça devient une référence pour la formation des coachs. Et c'est-à-dire qu'il y a quelques compétences que j'ai développées au fur et à mesure des années qui sont très utiles en coaching. Certaines compétences techniques, certaines compétences en nutrition, mais aussi certaines compétences dans la façon de communiquer, dans la façon de gérer un groupe, dans la façon aussi de se promouvoir. Et toutes ces choses-là, sans m'inventer une vie, il y a des choses que je ne vais pas faire. Je ne vais pas t'expliquer comment programmer un marathon. Je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas comment on fait des calculs de VMA poussés, etc. Je ne sais pas. Je ne vais pas inventer quelque chose. Mais il y a des choses où j'ai acquis des compétences, du savoir utile. Et j'ai envie de le transmettre. J'ai envie de le transmettre pour deux raisons. La première, je vais être très honnête, regarde, je tourne vers moi, j'adore ça. Je trouve ça hyper amusant, je trouve ça stimulant, ça m'oblige à bien réfléchir, à bien communiquer, à être un bon pédagogue, j'adore ça. La deuxième chose, c'est que je vois que quand je transmets ça à quelqu'un, sa propre carrière et les gens qu'il coach en bénéficient. Donc, on élève le niveau de tout le monde. On élève le niveau du coach, on élève le niveau de sa boxe, de son studio de one-one, peu importe, et on élève le niveau de santé, de bien-être, etc. des gens que lui coach. Donc, pour moi, on fait du bien au monde. On fait du bien au monde et j'adore ça. Il faut le faire. Et donc, l'idée, c'est que Jack's Team Coaching, en fait, ça revient un peu à la mission de base de la chaîne. C'est vraiment cette idée de coaching. Donc oui, tu as un tuto sur les toasts sous barre, mais tu as aussi le point de vue du coach maintenant de regarde ça. Tu vois, quand le gars fait son toast to bar, regarde, là, en fait, c'est un problème de flexion de la hanche versus un problème de press down. Parce que toi, en tant que coach, tu vas bénéficier de voir ça
Et ton membre va bénéficier du coup d'une meilleure correction. Ça, c'est le goal. Après, le goal par rapport à Jack's Team Coaching, après, c'est vraiment de donner ces formations dans la communauté, parce que l'avantage de la communauté School, c'est que je peux parler avec les gens à distance. Et si, tu vois, là, il y a une fille qui est là-bas, elle est dans la région de Toulouse, quelque part par là. C'est loin. C'est tellement pratique de se connecter à un Zoom et qu'elle me dise, tu sais, j'ai rencontré tel gars, il a tel problème en toast to bar, je ne sais pas quoi faire, et moi je l'aide. Super efficace. Et des événements physiques, parce que le moment où je suis avec toi, on peut avoir une connexion, un échange qui est différent, et je peux te montrer, tu vois. Je peux prendre le sandbag et te dire, tiens, regarde le sac, tu le tiens comme ça, pas comme ça, tu vas le sentir là parce que, ah ouais, waouh. Dans les séminaires Strong Fit récemment, par exemple, il y a quelqu'un qui me dit, non, mais en fait, j'avais jamais senti l'oblique opener comme ça. Alors oui, je l'avais déjà fait, mais ça, je l'avais jamais ressenti. Ben, je dis oui, j'ai les mains au bon endroit, je peux t'expliquer, tu vois. Et donc, il y a cette plus-value vraiment à l'événement physique. Donc ça, on va en faire aussi en 2025. Yes. Quel défi majeur comptes-tu relever en tant que coach? Moi, Ouais. Et en tant que sportif aussi, en 2025. ok. En tant que coach, mon plus grand défi cette année, ça va être de justement pouvoir parfois mieux encore expliquer quelque chose que j'ai dans la tête depuis longtemps. Là, par exemple, je suis en train de former mes coachs au personal training. Faire du coaching one-one, c'est quelque chose que je fais depuis toujours en fait. Ça fait 15 ans bientôt. J'ai ça presque dans le sang, tu vois. J'ai donné des centaines, probablement des milliers d'heures. Et quand je vois quelqu'un bouger, qui me dit j'ai un problème en toast to bar, je le vois bouger, dans ma tête, le plan est en train de se construire. C'est parti. Ah oui, donc il fait ça, donc il faut faire ça, on va établir le programme comme ça. Mais maintenant, je dois pouvoir t'expliquer ça. Je dois pouvoir t'expliquer ce que je vois et comment je vais créer mon programme en fonction. Et comment toi, tu vas pouvoir développer ton œil pour voir aussi ça et pour développer le programme en fonction. Et ça, il y a des domaines dans lesquels c'est assez simple. Je vais te donner un exemple. Compter des calories, c'est simple. C'est chiant, mais c'est simple. Tu prends ton calculateur, tu prends ta balance, tu pèses ton truc, tu le rentres, c'est simple. Pourquoi c'est simple? Parce que c'est binaire. A égale B, on n'en parle plus. Voir un toast to bar, c'est pas une science exacte. Je peux pas te dire, regarde, là, la jambe se met comme ça, donc il va falloir, tu vas trouver des choses plus ou moins palpables, plus ou moins tangibles, mais surtout des process que je vais pouvoir t'expliquer. J'ai commencé à le faire, j'adore ça parce que ça me force, moi, à structurer ma pensée et à la rendre accessible. Et je vois bien que quand je le fais, les résultats sont au rendez-vous, donc ça me motive à mort. Mais ça va être un vrai challenge pour moi. Et en même temps, c'est super excitant. Sportivement, tu m'as demandé? Ouais. Sportivement, je vais être tout à fait honnête, je n'ai pas encore décidé de mon goal de 2025. Mais je compte m'en mettre un. C'est juste que, en fait, si tu veux, là, je suis un peu malade. Je viens à peine de réussir mon goal de 2024. Et donc, en plus, début 2025, ça va être chaud parce que je vais avoir l'ouverture de la nouvelle salle et je vais avoir un voyage avec ma famille, ce que j'ai jamais fait, un voyage aussi long. Et donc, je sais tellement pas comment ça va se passer que je suis un peu là en train de me dire comment est-ce que je vais gérer ça, tu vois. J'ai des idées, j'ai 2-3 idées, mais il va falloir que je choisisse parce que je sais que je pourrais pas tout faire. Okay. Je pourrais pas, si tu veux, avoir 4 goals physiques en ayant en plus une nouvelle salle, un voyage, des nouvelles formations, c'est pas possible. À un moment donné, il faut rester honnête par rapport à ça. Donc, il y a cette histoire de muscle up que j'ai réussi avec un léger balancier, moins qu'avant. J'aimerais bien un jour y arriver, départ, tu sais, bras tendus, bam bam, à l'arrêt. Mais est-ce que c'est ça? Pour moi, ça c'est juste une progression, tu vois, c'est pas mon goal vraiment, voilà. Donc, est-ce que je repars sur un autre objectif de gym, sachant que j'ai quand même 2-3 choses que je voudrais accomplir? Non, il n'y a pas besoin de faire une blague sur moi, je vous ai vu. Hein. Ou alors, est-ce que je passe sur un truc plus en force? Voilà, je ne sais pas encore. Par contre, esthétiquement, j'ai vraiment ce goal de
de m'épaissir un petit peu tout en restant relativement sec, ce qui n'est pas si facile en fait. Donc soit je passe par une petite prise de masse intelligente et je recut derrière, soit j'essaie de faire ce qu'on appelle un lean bulk, donc prise de masse sèche, mais ça c'est possible, j'ai déjà fait, mais c'est un peu plus chaud que de faire prise de masse pick-up derrière quand même, donc on va voir. Yes. Bref, à déterminer. Mais j'ai des idées et je viendrai avec. Quel message d'encouragement tu souhaites transmettre aux sportifs ou aux crossfitters en 2025? Je pense qu'on a plus besoin de se remettre des goals précis, atteignables et dans l'année. Si tu veux, après 3, 4 ans, 5 ans de CrossFit, tu peux vraiment avoir cette sensation de tourner un peu en rond. Et d'être dans ce problème, et je vois vraiment beaucoup de CrossFitters qui ont ce problème, qui est qu'en fait, quand tu commences, eh ben, tu progresses partout en même temps. Quand tu commences, tu deviens meilleur en gym, tu deviens meilleur en force, tu deviens meilleur en cardio, tu progresses partout en même temps. Et en plus, si tu manges un peu bien, tu perds du gras et tu prends du muscle. C'est la panacée. Après 2, 3, 4 ans, c'est terminé. Tu ne peux plus progresser partout en même temps. Tu ne peux plus prendre du muscle et perdre du gras aussi facilement. Tu peux, mais ça te demande un effort différent. Et si je reste dans cette idée de je veux tout faire un peu mieux, en fait, souvent, tu ne progresses pas vraiment. Je pense que c'est beaucoup plus efficace de se mettre des focus qui peuvent être sur 3 mois, qui peuvent être sur 6, 9 ou 12, parfois même plus, mais accepter de faire des compromis sur quelque chose pour progresser ailleurs. C'est l'histoire de, pour faire mon muscle-up strict, j'accepte de ne pas faire mon deadlift à 200. Parce que factuellement, je ne peux pas réussir les deux en même temps. Et donc, je fais un choix. Je fais un choix pendant 3 mois, 6 mois de faire mon muscle-up strict. Tu vois, là, par exemple, ça fait 2 mois que j'ai envie de reprendre du poids. Ça fait 2 mois que je m'empêche de reprendre du poids. Pourquoi ? Parce que pour mon muscle-up strict, ça aurait été l'enfer. Alors oui, reprendre 500 grammes, 1 kilo, c'est OK. Mais si j'en avais repris 3 ou 4, bon courage pour monter au-dessus de la barre. Et donc, l'idée, c'est que tu fais à un moment donné un compromis pour, si tu veux, exploser d'un côté. Donc, l'exemple que je prends toujours, c'est tu es à 7 sur 10 de 2 côtés. Au lieu de continuer d'essayer de faire 7, 7,2, etc., tu prends un et tu le montes à 9, 9,5. L'autre, tu acceptes que peut-être il va faire 6,5, 6. Bien sûr, pas 2, ça n'a pas de sens. Et puis, maintenant que tu as 9 là-bas, tu dis, OK, celui-ci qui est à 6, là, on va le remonter. On va essayer de le ramener à 8,5, 9. Et celui-là, maintenant, tu le montes à 8,5. Et celui qui était à 9, il est redescendu à 8. Et qu'est-ce que tu as fait ? Tu as fait 2 énormes paliers sur chaque truc. Sauf qu'au lieu de faire un peu à la fois et que ça t'a pris 2 ans et que tu as un peu fait de la merde, ça t'a pris 4 mois d'un côté, 4 mois de l'autre. Et 8 mois plus tard, tu es beaucoup plus fort. Ça demande un peu de sacrifice, ça demande de faire des choix, des compromis. Ça veut dire aussi accepter de régresser à un moment donné sur quelque chose. Mais c'est temporaire. Et ça vaut la peine. Je pense qu'on devrait tous se remettre un peu, 1 ou 2, pas plus, objectifs très précis pour l'année. Alors ça peut être de septembre à septembre, ça peut être de janvier à janvier. Peu importe, fais tes années comme toi tu as envie. Moi, je fais souvent ces années-là, je préfère ces années-là que celles de septembre à septembre parce qu'en fait, je gère mieux ça en termes de gestion d'énergie, de cycle, je vois mieux comment gérer ça. Et en plus, quand j'étais gosse, la rentrée de septembre, ça me déprimait, donc j'aime pas me mettre des objectifs à ce moment-là. Du coup, ici, l'idée, c'est que te mettre 1 ou 2 goals comme ça sur l'année, mais vraiment précis, tu vois. Toi, tu t'es mis un goal pour 2025 sportif? 1 ou 2? Plusieurs. Combien? 3. Ok, 3, j'allais dire, c'est la limite. Hein, parce que quand tu m'as dit plusieurs, je me suis dit, il va me dire 11. Ok, donc tu veux en partager un? Partage-en, s'il te plaît. C'était pour le gym. Tu m'as inspiré, c'est le muscle-up. Oh, nice. Ouais, Strict muscle-up? Ouais. Ouh, ça, t'es lourd, t'es fort. En plus, t'as des grosses cuisses. Oh, ok. Ça, c'est beau. Ça va pas le faire, mais… C'est un beau challenge. Ah, ça va être dur, mais c'est un beau challenge. Ouais. Ok, donc, je suis sûr que ça, ça va te stimuler. Ça va tu vois, ça va te donner un renouveau,
Tu as un peu cette âme d'enfant, tu vois. Je découvre quelque chose de nouveau. Et ça, c'est trop, trop important. Je pense que c'est complètement sous-estimé de retrouver cette, tu vois, ce côté un peu pétillant, un peu nouveau, un peu cette étincelle. Voilà, c'est un peu cette étincelle. Il faut retrouver cette étincelle. Et ça, je pense que ça passe par des objectifs atteignables, mais challengeants. Pour les quelques survivants qui sont encore là à ce moment-ci, vous me mettez un emoji biceps en commentaire et dites-moi quel est votre goal sportif ou vos goals sportifs de 2025. Je serais très, très intéressé de vous accompagner. Rendez-vous très, très vite sur la chaîne. Je vous souhaite une magnifique année 2025, pleine d'objectifs et d'étincelles. Peace.